Les connaissances humaines entre XVe et XVIe siècle. La fin de la période médiévale est accélérée par des découvertes scientifiques, techniques et géographiques. La première de toutes est l'imprimerie. En 1456, Johannes Gutenberg imprime à Mayence, en Allemagne, le premier livre de l'histoire. Il s'agit d'une Bible en 2 volumes, tirée à plus de 150 exemplaires. À la différence des tentatives précédentes, l'imprimerie de Gutenberg utilise des caractères mobiles et en métal pour composer les textes, de façon à ce qu'ils soient réutilisables. Il met également au point une presse sur le modèle de celle des vignerons qui permet d'imprimer 300 feuilles par jour. On place les caractères à l'envers sur la forme, on l'encre, on pose une feuille dessus et on presse. En 1458, Charles VII envoie un graveur, Nicolas Jansac, à Mayence pour apprendre la technique de l'imprimerie et l'importer en France. Mais il faut attendre 1472 pour que le premier livre soit imprimé en France dans un atelier près de la Sorbonne. D'autres s'implantent ensuite rapidement à Strasbourg, Lyon, Angers, Poitiers, Toulouse, Albi, Vienne, attirés par la présence de grands monastères ou d'universités. Un autre domaine qui révolutionne la façon de penser est la navigation transocéanique. À la fin du Moyen Âge, les navigateurs s'approprient les inventions des Arabes pour naviguer de plus en plus loin des côtes. La diffusion des éphémérides, la boussole, le sextant et l'astrolabe leur permettent de se repérer en pleine mer sans repère terrestre et de suivre une direction grâce à la navigation astronomique. La caravelle, bateau à coque plus profonde et à voilure plus manœuvrable que ceux du Moyen Âge, peut affronter les grands courants de l'océan et permettre aux explorateurs d'être plus audacieux. Enfin, le développement de la cartographie permet de dresser des cartes nautiques, les portulans, qui, à partir du XIVe siècle, indiquent aux navigateurs l'emplacement des ports et des écueils et le dessin des côtes. Ces évolutions techniques permettent aux explorateurs d'effectuer ce que l'on appelle les grandes découvertes. À partir du XIVe siècle, les navigateurs explorent les côtes africaines. Les Portugais s'emparent des îles Canaries et continuent à partir de 1419 l'exploration vers le sud, découvrant Madère, l'archipel des Açores, les îles du Cap-Vert. Puis, les navigateurs se lancent dans des parcours plus lointains. En 1488, Bartolomeu Dias franchit le cap sud de l'Afrique, nommé Cap de Bonne-Espérance, démontrant que l'océan Indien et l'Atlantique sont reliés. Les puissances européennes lancent alors leur propre voyage d'exploration pour concurrencer le monopole portugais de la route des Indes. En 1492, le roi d'Espagne finance l'expédition de Christophe Colomb, qui cherche une voie vers l'Asie par l'ouest. Il atteint en octobre les Bahamas, découvre Cuba et Haïti, offrant aux Européens un nouveau continent dont les richesses n'ont qu'à être exploitées. Le traité de Tordesillas de 1494 organise la partition des terres nouvellement découvertes entre l'Espagne et le Portugal. Vasco de Gama atteint l'Inde en 1498 en contournant l'Afrique pour le compte des Portugais. Et Magellan, financé par l'Espagne, fait pour la première fois le tour du monde en 1522, découvrant au sud de l'Amérique la Terre de Feu et prouvant que la Terre est ronde. Puis la France confie à Jacques Cartier le soin de découvrir un passage vers le nord-ouest. Il découvrira en 1534 la Terre-Neuve et le golfe du Saint-Laurent au Canada. La colonisation du Nouveau Monde commence alors, avec son corollaire de pillage,
de massacres, de mise en esclavage et d'évangélisation des peuples indigènes, de leur civilisation et de leur richesse. Les progrès dans l'armement sont également importants pour comprendre l'évolution de la société à la fin du XVe siècle. L'utilisation de la poudre à canon et de nouvelles armes à longue portée, comme la bombarde, a des conséquences notables dans plusieurs domaines. Premièrement, le système défensif des châteaux forts devient inutile. Les châteaux n'ayant plus la fonction de forteresse peuvent s'agrandir et s'embellir afin de remplir un nouveau rôle, celui de montrer la puissance et la richesse de son propriétaire. De plus, le rôle des seigneurs locaux change. Ne devant plus assurer la sécurité de leur fief, ils assument des responsabilités militaires au niveau national, le garant de la sécurité collective étant le roi.